Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Notez que nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et vagues submersion. Un front pluvieux orageux circule actuellement de l'ouest de la Caraïbe au nord de l'arc antillais. Dans les prochaines heures, ce front va basculer vers le sud pour impacter les îles du Nord avant de toucher la Guadeloupe continentale. Des averses sont attendues dès jeudi matin, des pluies qui deviennent continues pendant la journée et seront localement fortes et orageuses. Un phénomène qui sera accompagné de rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h. La prudence sera donc de mise toute la journée et la soirée de demain. Sujet majeur du SIOM, l'octroi de mer est en passe d'être réformé. Et si l'État lorgne sur ses milliards d'euros, les régions ultrapériphériques n'entendent pas laisser la main comme ça. Ces dernières s'interrogent sur la volonté réelle du gouvernement qui pourrait intercepter cette manne financière et ne pas la leur reverser. Un risque colossal pour des collectivités locales dont l'octroi de mer représente 42% des budgets. Les élus entendent donc rappeler au ministre les vertus de cette taxe qui vise notamment à protéger la production locale. On écoute Harry Chalus, président de région, au micro de Solène Fèvre. Comme nous l'avons dit lors du passage du ministre de l'économie, nous comprenons qu'il faut effectivement une réforme de l'octroi de mer, mais pas toucher à l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer aujourd'hui, après analyse de spécialistes, c'est plus de 42,5% des budgets de collectivités de Guadeloupe. Nous savons comment les communes aujourd'hui ont des difficultés pour se développer en matière de personnel, en matière d'infrastructure. Si effectivement l'État prend en main en passant par une TVA, on ne sait pas si l'État reversera effectivement à la région ou aux collectivités les mêmes sommes. C'est présenté comme une taxe parce que ça l'est. Et une taxe est forcément un élément qui impacte le prix des produits. Mais lorsqu'un élément impacte le prix des produits, cet élément peut rester un élément vertueux. Et je pense que c'est ce qui a été dit aujourd'hui par les élus et par les personnes présentes. L'octroi de mer a sa réalité, mais également est porteur de plusieurs vertus. Et il s'agit de les rappeler et de les poser sur la table lors des négociations à venir. L'octroi de mer est là pour protéger la production locale, chose que nous venons de démontrer. Et à Paris, nous aurons une réunion avec les parlementaires des autres régions, les présidents de collectivités, pour que nous puissions co-signer avec l'État et pourquoi pas les autres institutions, un courrier pour dire à l'État d'accord pour pouvoir peut-être aménager, mais on ne peut pas toucher cette taxe, je le dirais, qui aujourd'hui accompagne les collectivités. Surtout qu'en faisant le calcul, en pourcentage, 11,5 et 8,4, ça fait 19,7 si j'ai bonne mémoire, moins bas que la TVA au niveau national. L'octroi de mer, il peut être amélioré, mais il faut absolument le maintenir. Il ne faut pas le supprimer, comme ça a été dit, il ne faut pas le réformer pour aller dans n'importe quelle direction, mais il faut peut-être l'améliorer. Et lorsqu'il s'agit de l'améliorer et de le faire de façon collective et de façon participative, ce type de réunion a tout son sens. À mon arrivée à la région, j'ai mis en place une commission ad hoc. Nous avons eu un forum sur l'octroi de mer. Nous continuerons encore à expliquer aux Guadeloupéens. Mais comme vous le savez, nous sommes une petite région de 384 000 habitants. Il faut qu'on fasse très attention parce que nous ne sommes pas pris au sérieux au niveau de l'État et ça risque de nous faire très mal demain. Et dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de contrebande et blanchiment en bande organisée, 12 commerces ont été perquisitionnés hier sur les communes des Abîmes, Gosier, Moule, Mornalo, Bémao, Sainte-Rose et Bouillante. 4 personnes ont été placées en garde à vue, 5 font l'objet de procédures pour séjour irrégulier sur le territoire national et des cigarettes et alcool de contrebande ont été saisis sur l'ensemble des commerces visés. Et le parquet tient à préciser que cette enquête va se poursuivre. Et pour lutter contre les conduites addictives, la municipalité de Trois-Rivières sensibilise justement ses commerçants. L'occasion de leur rappeler qu'il est interdit notamment de vendre de l'alcool aux mineurs. Regardez. L'équipe municipale, accompagnée du médiateur, accompagnée du chef de la police municipale, de la directrice du CCAS, nous réalisons donc cette action auprès des commerces de Trois-Rivières afin de sensibiliser chacun sur leur obligation
de la respecter, à savoir ne pas distribuer et vendre de l'alcool aux mineurs. Nous savons que nous avons à proximité notre collège, nous savons que nous avons à proximité des écoles primaires et par conséquent, il est important de pouvoir prévenir pour que ces mineurs déjà ne puissent pas s'adonner à cette addiction, à cet alcool. Et bien entendu, après, nous ferons une action plus large auprès de la population des majeurs. Voilà. C'est une très très bonne action. Donc personnellement, nous n'avons pas attendu cette action de la part de la municipalité. Le fait que nous avons déjà, nous, à notre niveau, mis en place un système pour éviter justement la vente d'alcool aux mineurs. C'est une action qui a été depuis de longue date parce que nous avions constaté que cette vente d'alcool nous occasionnait pas mal de problèmes, de violence et de vol à l'étalage. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette initiative pour vraiment éviter justement d'avoir ce genre de problème au quotidien. Je tiens à pouvoir remercier tous ceux et toutes celles qui ont pu être visités parce qu'effectivement ils ont accueilli cette action avec satisfaction. Nous n'espérons qu'une chose, qu'ils puissent agir pour notre population, agir pour nos familles, agir pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de cette addiction. Nous, la municipalité de Trois-Rivières, nous prenons nos responsabilités pour pouvoir sensibiliser, agir. Nous avons besoin aussi des commerçants, nous avons besoin de la population. C'est ensemble que nous devons faire équipe pour que cette question puisse être réglée sur notre commune de Trois-Rivières. C'est très très bien, comme ça évitera justement toute polémique au niveau de cette demande. Comme cela, en fonction de toute demande qui ne sera pas sous couvert de la législation, on pourra au moins s'appuyer sur cette charte pour éviter justement d'avoir à toujours nous justifier, éviter justement la vente d'alcool mineur. Le partenaire principal de cette action, et comme toutes les actions de santé sur notre territoire, est bien entendu l'ARS. Et donc, nous remercions l'ARS pour son accompagnement qui aujourd'hui nous permet de réaliser une véritable action au profit de notre population, au profit de nos écoliers, au profit de notre jeunesse. Et donc, d'autres actions arriveront par la suite. Nous sommes prêts. Nous continuons d'agir pour Trois-Rivières. Et afin de mieux informer les agriculteurs, qu'ils soient en exercice ou retraités, la Caisse générale de sécurité sociale travaille de concert avec la Caisse d'allocation familiale. Trop souvent, les producteurs agricoles méconnaissent leurs droits et n'en font pas usage. Nous le savons, les procédures administratives ne sont pas leur tasse de thé pays. Alors, les organismes partent à leur rencontre. Regardez. Depuis que j'ai été élu président de ce conseil d'administration CGSS Guadeloupe et de Saint-Martin, j'ai trouvé utile d'avoir un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale pour mieux véhiculer l'offre de services que nous pourrions apporter dans l'intérêt de notre population. L'objectif, c'est pour nous, Caisse générale de sécurité sociale, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, de pouvoir présenter et informer l'ensemble de nos ressortissants agricoles, à savoir exploitants et retraités agricoles, en l'occurrence ici du Nord-Basse-Terre, de l'ensemble des droits et des services dont ils peuvent bénéficier et dont ils sont éligibles. Dans une démarche proactive, c'est-à-dire d'aller vers, d'être en proximité, l'idée c'est que nous, administration, institutions ayant une mission de service public, puissions aller à l'encontre vers notre population, et là en l'occurrence notre population agricole. Mon conseil d'administration, nous avons fait voter un schéma directeur de la relation usager. C'est-à-dire que ce schéma a défini des thématiques. Thématique 1, c'est le aller vers, aujourd'hui on est en plein dedans, et thématique de la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes au Lamentin, nous essayons de déplacer nos services pour avoir une bonne couverture géographique sur la Guadeloupe proprement dite, y compris Saint-Martin. Donc bien sûr, nous n'allons pas faire seuls, nous allons faire avec notre partenaire, la Caisse d'allocation familiale, pour apporter tout le panier de services. Et pour faire du direct, pour effectivement régler des difficultés que rencontre cette population agricole sur le territoire de Guadeloupe et de Saint-Martin. L'idée et l'objectif qui a été mis en place autour de cette action, inédite, a permis de tisser directement ce contact, ce lien
avec notre population qui, très souvent, méconnaît les droits dont ils peuvent bénéficier, et particulièrement pour cette population agricole qui rencontre et connaît un sous-recours aux droits manifeste. Donc cette pédagogie, cette action, elle a une dimension à la fois pédagogique et elle a des grandes vertus, c'est de faire connaître à ces ressortissants agricoles tous les droits dont ils peuvent bénéficier, véritablement l'ensemble des droits et services. Un reportage signé Michel Depape. Et on part maintenant pour le lycée Raoul-Georges Nicolo où les élèves sensibilisent au cancer du sein et surtout au dépistage. Chaque année, c'est très important pour nous de sensibiliser les élèves à la lutte contre le cancer du sein, mais aussi les autres cancers. Cette année, on a voulu pousser un petit peu plus loin, donc sensibiliser la population à se dépister et surtout à parler de ça autour d'eux, parce que c'est important. Une très belle initiative portée par ces jeunes qui démontrent leur engagement et leur intérêt pour la cause. Et c'est tout à fait normal que nous soyons là aujourd'hui, puisque Caricura Phoenix a pour objectif de faire beaucoup de sensibilisation et de prévention dans le lycée. On est persuadé que l'information passera beaucoup mieux par les jeunes, ce qui permettrait dans un avenir proche un taux de dépistage un peu plus élevé et un taux de cancer beaucoup plus bas. C'est l'espoir que nous avons en tout cas au sein de Caricura Phoenix de faire avancer les choses de cette façon, puisque c'est les jeunes, je dis, qui sont le plus à même à porter l'information dans la famille, avec des amis, et pouvoir prendre conscience de la gravité d'avoir une hygiène de vie mieux. On a fait une récolte de fonds, on a fait quelques discours, on a affiché des pancartes, on a parlé un petit peu aux habitants autour de nous, et sur l'esplanade ensuite, on a écouté le discours d'une dame qui avait été touchée par le cancer et elle nous a expliqué un peu son parcours. Maintenant, elle est guérie, mais ça a été très difficile pour elle, mais aussi pour sa famille. Donc, je pense qu'on a fait un bon geste en faisant cette manifestation. Le silence ne sauve pas. Il faut en parler. Expérience vécue. Moi, j'ai eu un cancer. Je n'avais pas de globe. Je n'avais pas de boule. Il n'était pas palpable. Ça a été un pur hasard. On l'a découvert et ça a été pris à temps. C'est vrai que ça m'a bousculé parce que ça vous remet en question. Je n'ai pas eu de chimiothérapie ni de radiothérapie, mais j'ai perdu un sein. Alors je vous avoue que perdre un sein, ce n'est pas une simple affaire. L'estime de soi prend un coup. Et quand on est seul, c'est encore plus difficile. Parce que même si vous avez votre famille autour de vous, je vous avoue que moi j'ai des enfants comme vous, plus petits, plus grands. On n'a pas forcément envie de faire partager à ses enfants sa douleur. On garde sa douleur pour soi parce qu'on ne veut pas que les enfants en pâtissent. Sauf que ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas. La solitude n'aide pas. Il est préférable, il est souhaitable c'est pas évident, mais en parler, c'est une forme aussi de thérapie. Parler de ça, moi personnellement, je vous entends, ça me fait du bien. Il a fallu du temps pour que j'arrive à ce stade-là. J'ai touché le fond avant d'arriver à ce stade-là, parce que je me suis sentie seule. J'ai tenté à ma vie parce que je me sentais seule. Je n'ai pas peur d'en parler parce que moi, comme je vous dis, ça me fait du bien d'en parler. Je suis rentrée dans l'association quand j'ai rencontré cette dame-là qui m'a boosté, qui m'a donné envie de me relever. Je suis debout, je me resterai. Un reportage d'Olivier Félix et notez qu'effectivement beaucoup de personnes souffrent en silence et on a peut-être aussi une certaine responsabilité puisqu'on devrait être attentif à nos proches et peut-être essayer de remarquer ce qui ne va pas. Et chaque début d'année, la Guadeloupe vibre au rythme des défilés carnavalesques, des festivités qui ne se cantonnent pas aux jours gras, avec des déboulés et autres parades tous les week-ends. Chez nous, c'est du vendredi soir jusqu'au dimanche, un mode opératoire bien de chez nous qui permet de présenter l'incroyable diversité de notre culture. Entre sonorités, déguisements et chorégraphies, les groupes à peau, à masse ou à caisse claire ont tous leurs spécificités, des traditions qui se perpétuent, mais faut-il encore savoir pourquoi nous célébrons le carnaval de cette façon? Une question à laquelle les élèves du lycée Félix Proto répondent avec une exposition. Regardez.
Nous sommes ici pour l'expo Kilti en nous, qui a été préparée par le CVL et l'équipe de vie scolaire pour mettre en avant le carnaval en Guadeloupe. C'est essentiel que la culture soit mise en avant, premièrement, mais aussi que les élèves aient conscience de ce qu'ils sont, de leur identité et soient au courant de comment ça se passe. Beaucoup d'élèves déboulent, il y a débouler en Larry les dimanches, mais en l'eau savent essence même à Masla, à Kiltila. Et c'est important pour nous qu'ils sachent. Donc c'est pour cela que nous avons invité des personnalités, des mouns qui connaissent toutes ces bitins-là, ça, mais c'est l'habitude. Et c'est important que tout le monde sache, que toute la communauté scolaire, élèves, professeurs, agents, personnel, enseignants, toutes personnes confondues qui travaillent dans cet établissement soient au courant de tout ce qui se passe ici en Guadeloupe, culturellement parlant. J'aime beaucoup la culture et ça fait partie de ma culture, le carnaval. Et je suis au CVL, je joue aussi la concalambie et voilà. Ces élèves-là qui invitent moi dans compréhender à carnaval, à histoire carnaval et encore représenter Vim et pourquoi nous avons fait carnaval là ça et moi personnellement quand je viens dans ces animations là ça parce que en culturel d'abord et rien pas fait sans explication. C'est d'autres générations qui viennent après nous qui peut-être changer dans position à eux et ça ils ont pensé il faut changer carnaval là, il faut changer, il faut porter d'autres idées. Mais pour porter d'autres idées, il faut expliquer ce qui a été là avant et pourquoi ça arrive juste là. On se rend compte qu'au fur et à mesure dans nos échanges ponctuels ou autres, ils savent le déguisement, comment faire, la technique, mais ce qu'il y a, l'intellect du carnaval, philosophie à Masla. Et c'est bien là, cette conférence, philosophie à Masla, qui Jean Satéka fait tant longtemps et à présent, qui musique, qui percussion, qui symphonie à masse, qui Jean Moun fait masse. Pour ils savent, pour ils faire en masse en conscience, si nous peut dire ça comme ça, sans prétention, mais avec tout ça nous peut avec en nous surtout et l'amour pour les élèves en nous et pour qu'ils tirent en nous. Carnaval qui est court cette année puisque ce week-end ce sera la dernière ligne droite. Vous avez déboulé donc le vendredi soir, vous aurez le défilé Congo Caraïbes le samedi, peut-être des défilés aussi le samedi soir, vous aurez la parade du dimanche gras, le lundi soir vous aurez également des parades nocturnes, il y aura la parade du mardi gras et celle du mercredi décembre, donc vous allez vraiment beaucoup marcher ces prochains jours. Et de passage en Guadeloupe, Stéphane Bern, président de la mission Patrimoine, s'est rendu à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. L'occasion de constater l'ampleur du chantier à réaliser pour cet édifice qui tombe un peu en ruine, il faut le dire. Regardez. En 2021, la Fondation du patrimoine a déjà eu l'occasion de retenir l'église comme étant une cible de ces opérations de collecte de fonds. Et là, on a profité de la visite de M. Bern, non seulement pour qu'il touche du doigt et qu'il voit ce que c'est grande église, parce qu'on dit l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, mais c'est la grande église des Guadeloupéens. Je veux profiter de ma présence en Guadeloupe pour voir les sites de la mission Bern. Depuis 2018, il y a déjà eu 13 sites sélectionnés. Et donc, je veux voir les travaux, ceux qui sont réalisés, ceux qui sont en train de l'être et ceux qui vont commencer, comme ici, dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Pour moi, c'est important de me rendre compte, de profiter de mon voyage professionnel, j'allais dire, pour le village, et bien de voir ce qu'on fait de l'argent du loto du patrimoine, parce que j'ai des comptes à rendre. Moi, je suis bénévole, mais il y a tous ceux qui travaillent, tous ceux qui organisent, entre la Française des Jeux, la Fondation du patrimoine, la mission Bern. Je veux pouvoir justifier de tout ce qu'on fait. Nous, on intervient donc en tant que mandataire pour suivre les études et les travaux de cette première tranche de travaux d'urgence.
Donc les travaux globaux sont estimés à 20 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter la totalité de l'église. Et nous, on intervient sur une première tranche financière de 3 millions, un premier budget de 3 millions de travaux, qui est notamment financé par la mission du patrimoine à hauteur de 540 000 euros. Ces 20 millions, on en a 2,9 millions. Il reste à trouver 17 millions d'euros. Et nous n'attendons pas tout de la Fondation du patrimoine, nous attendons aussi des fidèles, nous attendons des Guadeloupéens, une participation. C'est pour ça que je souhaite leur dire qu'il y a une collecte de fonds, il y a une pétition, il y a une liste de souscription qui circule, et en allant sur le site de la Fondation du patrimoine ou en passant par l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'occasion d'une messe, chacun peut faire un don. Et comme on dit, c'est grain d'iri qui a fait sac d'iri. Cet édifice est symbolique au-delà de la ville. C'est symbolique, c'est le plus grand édifice religieux de toute la Guadeloupe. Et moi, ce que j'essaie de défendre comme idée, c'est que si nous tous, dans la collectivité nationale, eh bien, on soutient cette église de Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est aussi un message qu'on envoie aux Guadeloupéens. Qu'ils font partie de notre vie quotidienne, qu'on ne les oublie pas, qu'on est... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a toujours un monument emblématique par année, plus un monument dans chaque département, dans le maillage territorial qui est annoncé au mois de septembre. Et je pense que c'est important aussi, en sauvant le patrimoine, de ranimer les mémoires, de réconcilier les mémoires aussi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.